Il s'agit de la correction de l'exercice sur la jonction vide-métal, un exercice de mécanique quantique. Dans lequel on s'intéresse à une particule. Il s'agit d'un électron susceptible de franchir une marche de potentiel qu'on peut représenter. Voilà, si je me donne l'axe des abscisses X, le potentiel, l'énergie potentielle est notée U dans cet exercice et présente la forme suivante. Le potentiel est nul pour les valeurs négatives de X et prend la valeur U0 pour les valeurs positives de X. L'électron incident se dirige avec une énergie E vers la marche de potentiel. Et la question que l'on se pose, c'est en fonction de cette énergie, qu'est-ce qui lui arrive? Alors la première question cherche à identifier le comportement de l'électron dans une approche classique. Eh bien, en fonction de la valeur de l'énergie de l'électron, ce qu'on est capable de dire dans une approche classique, c'est que si l'énergie de l'électron grand E incident est supérieure à la valeur de la marche de potentiel, l'électron franchit la marche de potentiel provenant de l'infini, de moins l'infini. La particule se dirige vers plus l'infini. La transmission est totale. Inversement, si l'électron possède une énergie E inférieure à U0, la marche de potentiel, on peut signaler dans une approche classique que l'électron n'a pas l'énergie suffisante pour passer la marche de potentiel. Donc, dans une approche classique, la particule incidente est réfléchie. Si on devait raisonner en termes ondulatoires, toujours dans une approche classique mais ondulatoire, il y a superposition d'ondes progressives et régressives
du côté où le potentiel est le plus faible. Dans la question 2 maintenant, on indique qu'on se place dans le cadre de la mécanique quantique. L'électron est décrit dans un état stationnaire par une fonction d'onde psi xt que l'on peut écrire sous la forme phi de x exponentielle moins iet sur h bar. Et on nous demande d'exprimer cette fonction d'onde dans tout l'espace, dans les deux cas où l'énergie est suffisante pour franchir la marche, cas où l'énergie est insuffisante pour franchir la marche de potentiel. Alors on peut par exemple commencer par traiter ce cas d'abord, celui d'une énergie insuffisante. Donc on écrira E plus petit que U0. Alors on peut se référer à ce qu'on a écrit dans ce qui est écrit dans le cours. La fonction d'onde, en tout cas la partie spatiale de la fonction d'onde, pour les valeurs négatives de x, s'écrit comme combinaison linéaire d'exponentielles complexes. Par exemple, 1 exponentielle ikx plus b1 exponentielle moins ikx, pour reprendre la notation du cours. A1, B1 sont des constantes complexes à déterminer par des conditions limites. K est défini, comme dans le cours, par K2 égale 2ME sur H bar 2. On peut signaler que la première contribution de la partie spatiale de la fonction d'onde est celle que l'on peut associer à l'onde incidente progressive. Quant à la deuxième contribution, c'est celle qu'on peut associer à la partie régressive de l'onde dans le domaine où le potentiel est le plus faible. Maintenant, on peut traiter le cas des abscisses positives. Eh bien, comme on l'a fait dans le cours également, on établit que la partie spatiale de la fonction d'onde s'écrit comme combinaison linéaire d'exponentielles réelles. Je reprends la notation du cours, il apparaît deux constantes, A2, B2, cette fois-ci constante réelle, et alpha défini par alpha 2 égale 2m facteur de U0 moins E sur H bar 2. Alors, l'origine de ces fonctions, de ces parties spatiales de la fonction d'onde, se trouve dans l'expression de l'équation de Schrödinger, et précisément de la partie spatiale de cette équation d'onde, comme on l'a vu dans le cours. À ce stade, on peut s'arrêter là, parce qu'on a répondu à la question de l'énoncé. On peut aller peut-être un petit peu plus loin en écrivant les conditions limites. Et avant cela, on peut tout de suite éliminer
la contribution de la fonction d'onde qui peut diverger pour les grandes valeurs de x, ce qui donc nous permet de choisir, enfin, d'imposer plutôt que A2 fait 0. Les conditions limites, puisque la marche de potentiel est finie, c'est la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée. Voilà. Ce qui va donc se réécrire ici en 0. Je vais l'écrire en x égale 0, ce qui se réécrit sous la forme 1 plus B1 égale B2 d'une part. Ça, c'est ce qu'on obtient par continuité de phi en 0. Et I A1K moins I B1K égale moins alpha B2 d'autre part. Ça, c'est ce qu'on obtient par continuité de sa dérivée. Alors, c'est pas demandé dans cette question, mais on s'en servira par la suite. On peut exprimer le quotient, par exemple, B2 sur A1. On obtient 2K sur K plus I alpha. Et le quotient B1 sur A1 qui va faire K moins I alpha sur K plus I alpha. Voilà. Avec en fait 2 équations à 3 inconnus, on est capable d'exprimer n'importe quel inconnu en fonction d'une autre. On peut maintenant passer à l'autre situation, l'étude de ce qui se passe pour les grandes valeurs d'énergie, hein, K ou E plus grand que U0. Eh bien, à nouveau, on va chercher à exprimer la fonction d'onde, enfin, précisément la partie spatiale de la fonction d'onde, c'est ce que nous demande l'énoncé. Eh bien, pour les abscisses négatives, l'équation de Schrödinger est inchangée, son expression spatiale aussi, les formes des solutions sont inchangées. Phi s'écrit comme A1 exponentielle IKX plus B1 exponentielle moins IKX avec toujours A1, B1 des constantes complexes à déterminer par des conditions limites. Et puis K prenant la même expression que précédemment, et puis une fonction d'onde, partie spatiale de fonction d'onde phi pour les valeurs positives de x, qui, quand on regarde la forme que prend l'équation de Schrödinger, que prend la partie spatiale de l'équation de Schrödinger, admet aussi des solutions complexes sous forme de combinaisons linéaires, d'exponentielles complexes, sauf que le vecteur d'onde change. Je note K'. Il apparaît un jeu de deux constantes complexes. K' s'écrit cette fois comme 2m facteur de E moins U0 sur H bar carré. Voilà, on a répondu à la question de l'énoncé. Et on constate que cette fois, les formes des solutions s'écrivent comme superposition d'ondes progressives et régressives, que ce soit avant la marche ou après la marche. Alors, comme après la marche, on n'imagine pas la présence d'un obstacle, on va éliminer l'une des contributions de la partie spatiale de la fonction d'onde pour les valeurs positives d'abscisse.
celle qui est associée à l'onde régressive. Ce qui revient à dire que B'2 fait 0. Pour le reste, on peut exprimer les conditions aux limites, qui sont les mêmes, à savoir la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée, là où il y a la marge de potentiel car elle est finie, ce qui produit à nouveau un jeu de deux équations à trois inconnus. On a cette fois A1 plus B1 qui fait A'2, ça c'est ce qu'on obtient par continuité de la partie spatiale de la fonction d'onde en 0, et IK A1 moins IK' B1 qui fait K' fois A'2, ça c'est ce qu'on obtient par continuité en 0, en x égale 0, de la dérivée de la fonction d'onde. Alors, ce n'était pas demandé, mais on peut exprimer n'importe laquelle de ces inconnus en fonction des autres. Ce sera utile pour la suite, puisqu'on a ici un jeu de deux équations à trois inconnus. Donc, par exemple, on peut signaler qu'on obtient A'2 sur A1, qui fait 2K sur K plus K', et que B1 sur A1 fait K moins K' sur K plus K'. On en vient à la question 3, qui dit que la différence U0 moins E fait 1 électron-volt, et on s'interroge sur la distance où les effets quantiques se manifestent. Alors, le fait que cette différence fait 1 électron-volt, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est positive, hein. Donc que U0 est plus grand que E est plus petit que U0. Donc il faut regarder le premier cas qu'on avait traité. On avait alors établi que dans la marge de potentiel, la fonction d'onde prenait une forme qu'on a qualifiée d'évanescente dans le cours, en exponentielle réelle décroissante, à laquelle on peut associer une distance typique de pénétration qui sera en 1 sur alpha. Cette distance, elle se trouve dans l'argument, elle s'observe dans l'argument de l'exponentielle réelle. Avec les données numériques, on peut faire l'application numérique de cette distance typique de pénétration. On nous donne la différence d'énergie donc de 1 électron-volt, donc 1,6 10-19 joules. On a besoin de la masse de l'électron qui apparaît dans alpha, 9,1 10-31 kg, et de la constante de Planck réduite. Alors la constante de Planck réduite, c'est H sur 2π, et la constante de Planck, elle fait 6,63 10-34 unités SI. Et le calcul donne un résultat proche de 2 angstroms. Donc on perçoit que cette distance typique de pénétration est très faible, en fait en ordre de grandeur de dimension atomique. Donc on peut signaler que l'électron qui pénètre dans la marge de potentiel, auquel on a associé une onde évanescente, on va écrire l'électron peut pénétrer dans la marche
sur une distance atomique. Donc l'évanescence se produit à l'échelle de quelques atomes. On en vient à la dernière question. On demande dans cette question d'exprimer les flux de particules incidents et réfléchis et transmis dans les deux situations. Alors, il est à noter qu'on est capable de définir des vecteurs densité de courant de probabilité uniquement pour une particule libre. Et dans le cours, on a noté J égale module de psi carré fois Vg, où Vg c'est la vitesse de groupe qui s'identifie à la vitesse de la particule on peut noter V et qui s'écrit comme P sur M, donc H bar K sur M pour reprendre la notation du cours. Ça c'est vrai dans le domaine de potentiel nul. Attention, la vitesse de groupe s'écrira comme H bar K' sur M dans le domaine de plus haut potentiel quand l'électron est susceptible de s'y trouver, c'est-à-dire quand il n'est pas évanescent, c'est-à-dire pour une énergie suffisante. Comme on s'intéresse aux états stationnaires de l'électron, on sait que le module au carré de la fonction d'onde se restreint au module de sa partie spatiale au carré. Alors, on est capable d'exprimer JI qui sera en H bar K sur M. Il reste module de A1 carré. C'est la valeur algébrique du vecteur densité de courant de probabilité incident. JR dans le même domaine qui s'écrit comme moins H bar K sur M. Le signe témoigne d'une propagation régressive. Attention, cette fois-ci il apparaît le module de B1 au carré. Et JT pour l'onde transmise si l'énergie est suffisante, comme H bar K' sur M fois A'2 au carré. Donc on va bien se noter qu'on définit ici les vecteurs de densité de courant de probabilité de présence en valeur algébrique, respectivement incident, donc dans le milieu de potentiel le plus bas, réfléchi dans le même milieu, et transmis, donc dans le domaine de potentiel le plus haut, à condition que l'énergie soit suffisante. Bien. Alors, supposons d'ailleurs, pour commencer, que cette énergie ne soit pas suffisante. Donc c'est le cas de E inférieur à U0. On va définir un coefficient de réflexion qui compare les flux de particules on va le noter grand R. Pour le définir positif, on le
on le définit comme la valeur absolue de JR sur JI. Il reste donc le quotient B1 sur A1, c'est en fait d'ailleurs des modules, hein, puisque les grandeurs sont complexes, au carré. Si on reporte ce que fait le quotient B1 sur A1 quand E est plus petit que U0, cela donne K moins I alpha sur K plus I alpha en module et au carré. En fait, on a un complexe sur son conjugué en module et au carré qui fait 1. Donc le commentaire qu'on peut faire, c'est que la réflexion est totale comme en mécanique classique. On va noter ça à côté. Dans ces conditions, la réflexion est totale sur la marche comme en mécanique classique. C'est ce qu'on avait évoqué dans la première question. On peut remarquer quand même que ce qui est propre à la mécanique quantique, c'est l'existence d'une onde évanescente dans la marge de potentiel. Même si on a vu que cette évanescence se produisait uniquement sur quelques distances atomiques. Reste plus qu'à traiter le cas d'une énergie suffisante pour que l'électron puisse franchir la marge de potentiel. Alors, on a toujours un coefficient de réflexion défini comme précédemment qui donne B1 sur A1, mais attention, le quotient vaut autre chose dans cette situation. Et on peut définir un coefficient de transmission comme le rapport des flux de particules transmis JT sur incident JI, ce qui donne K' sur K module de A'2 sur A1 au carré. Alors, le calcul donne, en injectant ce que font ces quotients, B1 sur A1, A'2 sur A1, quand E est plus grand que U0, donne R en K moins K' sur K plus K' carré et T en 4 KK' sur K plus K' au carré. Voilà, c'est des résultats des relations qu'on a déjà rencontrées d'expressions qu'on a déjà rencontrées dans d'autres domaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire? Eh bien, de remarquer que la particule peut être réfléchie, puisque, a priori, le coefficient de réflexion qu'on vient de définir n'est pas nul.
ça, ce n'est pas prédit par la mécanique classique. On a dit dans la première question qu'avec une énergie suffisante, la particule pouvait franchir la barrière de potentiel. Donc on peut se noter que ce résultat n'est pas prévu par la mécanique classique. Par ailleurs, on peut signaler en remarque, comme on l'a déjà fait dans d'autres chapitres, que la somme R plus T vaut 1. Alors attention, ce n'est pas des coefficients énergétiques ici, c'est des flux de particules, mais c'est rassurant de trouver que cette somme fait 1. Ça s'interprète en signalant que la particule incidente a été soit réfléchie, soit transmise.